Je suis très 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 heureux de t'accueillir dans cette boîte Solène. Depuis le temps qu'on en parle, mais Oui. avant de parler de ton parcours et de ton roman, bah, j'ai déjà mis la couverture parce que je ne peux pas m'en empêcher. Avant de parler de tout ça, je te propose qu'on fasse connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Et oui, il n'a pas disparu en D'accord. 2024. Et puis vous, dans le chat, vous pouvez évidemment jouer aussi. Mettez toutes vos réponses, faites-vous plaisir. On lira tout ce que vous mettez. Si tu étais un livre de chevet, Solène, lequel serais-tu? Et pourquoi en quelques mots? Des souris et des hommes de Steinbeck. Tu Ou veux le dire portrait pourquoi de en quelques Dorian mots? Gray d'Oscar Wilde. J'ai le droit d'être deux livres, Tu peux. alors je suis deux livres. Et pourquoi ces choix-là, en un mot? D'abord parce que ce sont des livres que j'aime infiniment. Le portrait de Dorian Gray, je l'ai lu, j'avais 13-14 ans et je crois qu'il m'a amené à la littérature. Il m'a fascinée avec sa noirceur. Enfin, je sais pas, il y a de la magie qui se dégage de ce bouquin-là. Et à des souris et des hommes, c'est un livre que j'ai découvert plutôt tardivement. Je l'ai lu il y a 6-7 ans et il m'a laissé complètement bouleversée. C'est un tout petit texte. Et je me suis dit, eh ben, quand je serai grande, je voudrais écrire comme Steinbeck. Voilà. Et on va voir si, à ton avis. Oui. Ah oui, ah Non, mais c'est elle l'écrit déjà comme ça, mais non, mais en est-elle Steinbeck dans des souris. consciente? Non, mais dans des souris et des hommes, en fait, ce qui m'a plu, c'est surtout la concision. C'est un texte, alors sans doute beaucoup des auditeurs qui sont là l'ont lu. C'est un texte qui est extrêmement court, mais finalement, en très peu de mots, il arrive à peindre des scènes époustouflantes. Et voilà, cette concision-là, moi, je tends à ça, mais je trouve que c'est très dur et c'est peut-être même le plus difficile pour un auteur, à mon sens. Donc voilà, c'est pour moi un livre modèle. Si tu étais un format parmi tout ce qui existe, grand format, poche, e-book, audio, bande dessinée, autre chose. Un petit livre de poche. Parce que livre de poche, c'est ce que je lisais tout le temps quand j'étais ado, jeune adulte, et c'est le format que j'apprécie encore, que j'apprécie le plus parce qu'il est mobile, il est pas cher. Quand vous allez sur la plage et que il revient, il est tout boursouflé d'humidité, ça gondole, il y a des petits grains de sable à l'intérieur. Enfin voilà, c'est Ça doit je trouve vivre, un livre. que ça vit, c'est ça. Si tu étais une maison d'édition, ou la caractéristique d'une maison d'édition à laquelle tu tiens beaucoup quand tu signes un contrat, par exemple. Le cœur, le cœur. Ouais, pour moi, c'est important de travailler avec des gens avec lesquels je partage des valeurs. J'ai besoin de me sentir bien, en fait. J'ai besoin de me sentir entourée de chaleur, de bienveillance. Voilà, donc le cœur. Si tu étais un rayon dans une librairie, je crois que je connais ta réponse, mais j'aime bien l'entendre quand même. Non, non, je serais un rayon, je serais pas de rayon. Enfin, je serais un rayon littérature, quoi. On enlève les Mais- étiquettes. Et Le, on ray- enlève les étiquettes. le On, rayon lai- on lai- livre. on laisse de la place à l'histoire, sans étiquette, pour éviter les a priori. Si tu étais un marque-page, avec quel objet aimerais-tu marquer la page? Hum, une photo. Une Un photo. D'ailleurs, c'est ce qui me sert de marque-page. Ce sont des photos en général. photo spécifique, quelqu'un, un paysage, peu importe. Des photos qui comptent. Là, actuellement, c'est des photos avec mon mari. Donc, voilà. Enfin, Si tu, l'idée, parce que c'est quatre, en fait, c'est quatre petits photomatons. Voilà. si tu étais un personnage, tu serais qui? Ça peut être de films, de livres, de Alors, je ne sais séries. pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi, mais là, instinctivement, je dirais Mary Poppins. Je ne sais pas du tout. Alors, écoute, je dois faire du rangement chez moi, justement. Je rêve Si, d'avoir, franchement, je rêve d'avoir une petite baguette pour pouvoir ranger tout comme ça, par magie, ou d'avoir un tout petit sac d'où je sortirais des lampadaires. Mais en même temps, un auteur, c'est un peu un Mary Poppins, hein. C'est ça aussi. Voilà, c'est de la magie. Tout ça. si tu étais un temps de conjugaison. J'ai longtemps cru que j'étais un passé simple et en fait, j'essaye de m'accrocher au présent.
Tu écris au présent pour les gens qui nous écoutent? Ça dépend. Ça dépend des textes. Parfois, ça dépend même des parties dans le texte. J'essaye de trouver le ton qui colle le mieux à l'histoire et qui donne le plus de nerf, en fait, à ce que j'ai envie de raconter. Mais souvent, ça change en cours de rédaction, en fait. Je fais plusieurs essais avant de m'arrêter sur un choix. Si tu étais la bande-son, par exemple, de ce livre, Ce que je n'ai pas su, tu mettrais quoi dans la bande-son de ce livre? Ça peut être un titre, un compositeur, ça peut être un genre, ça peut être un instrument. Bref, tu as carte blanche, comme toujours dans la boîte. Non. Alors, c'est très facile parce qu'il y a une chanson qui traverse, en fait, le livre de bout en bout. C'est A Lover's Concerto de Sarah Vaughan. Voilà. Donc, si jamais vous êtes curieux et que vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas à aller écouter cette très belle chanson d'amour. Quelqu'un qui note. Ah bah oui, clairement. Si tu étais Sarah Vaughan, A Lover's Concerto. On va le mettre dans le chat si vous voulez. Je suis sûr que Kiko est déjà sur le coup en train de... Si tu étais un signe de ponctuation, sur quelle touche de ton clavier est-ce que tu t'acharnes? J'ai tendance à y aller fort sur les virgules. Mais je crois que je serais un point virgule parce que ça, on l'utilise moins et c'est un petit côté désuet qui me plaît bien. Tu rentres dans la team, ok, je note. Petit dernier pour la route. Si tu étais un verbe, lequel serais-tu? Ah, c'est dur. Écrire. C'est bateau, hein, mais c'est très bien comme verbe. Attends, ça nous occupe pas mal. Hein. Et Fanny demande si tu cornes les pages des livres. Parce qu'on a dit qu'un livre, ça doit vivre. Ouais, alors, pendant longtemps, j'ai un peu sacralisé l'objet. Il fallait pas le corner, il fallait surtout pas que la couverture soit abîmée. J'adorais, en fait, avoir un livre, finalement, presque aussi neuf dans les mains après la lecture qu'avant. D'ailleurs, je prêtais jamais mes livres pour cette raison-là. Depuis, ça a bien changé, puisque maintenant, ça fait quelques années que non seulement je corde, mais en plus, je surligne ou je souligne, enfin, voilà. Et parfois même, j'écris des petits mots. Enfin, voilà, du coup, je me les approprie complètement, parce que ça doit vivre. Voilà. Sacrilège, nous dit Stéphane. Déçu. Ouh là là, oui, il y a un match, un vrai match entre... Il y a aussi du soutien pour les merci à ceux qui me comprennent. Oui, il y en a parmi ceux qui nous écoutent. Mais il y en a quand même qui comprennent pas. Voilà, comme ça tu sais. Je suis désolée, mais j'ai changé d'avis il y a finalement assez peu de temps, si ça peut aider pour ma défense. Peut-être que ces gens feront aussi le même parcours et qu'un jour, on les retrouvera en train de corner les pages. Qui sait? Non, mais alors, je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai changé d'avis. En fait, c'est parce que je me suis mise à fréquenter les bouquineries. Et puis, à force de fréquenter les bouquineries, je suis évidemment tombée sur des livres dans lesquels il y avait des petites choses décrites. Et en fait, je trouve ça hyper émouvant. Et j'aime bien, en fait, surprendre la trace de ceux qui m'ont précédé dans la lecture de ce bouquin-là, de ceux qui ont ressenti de l'émotion à l'endroit où moi je veux ressentir aussi. Et voilà, c'est une espèce de chaîne, quoi. Et c'est pour ça que maintenant je m'autorise à écrire dessus. Et puis tu t'autorises à écrire de très bons livres. Exactement. Merci. Et dont ton dernier qui traite de plusieurs sujets de société. Après, est-ce que tu peux d'abord nous dire de quoi parle ton roman? Ce que je n'ai pas su. Si tu dois faire le pitch, pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi ça parle. Quel exercice difficile. Oui. Non, tu peux Alors, prendre 15. Ce que je n'ai pas su, ça parle d'Hélène. Elle a la quarantaine. Elle habite... elle est à Paris, elle est enseignante. Voilà, elle a une vie tout à fait... classique, si ce n'est que pendant 10 ans, elle a vécu une très belle histoire d'amour avec un écrivain célèbre qui s'appelle Paul. Et puis Paul, au bout de ces 10 ans-là, il s'est volatilisé, il a disparu sans lui laisser la moindre explication, ni aucun moyen de le contacter. Et donc évidemment, Hélène, elle est restée, j'allais dire, comme une idiote, avec ses doutes, avec son chagrin, avec sa colère, avec tout ce qu'on peut imaginer les sentiments qu'elle a pu développer. Mais quand même, au bout d'un an, parce que la vie continue, elle décide de reprendre son existence en main. Et c'est à ce moment-là, parce que c'est toujours à ce moment-là dans les romans que le téléphone sonne. Et là, on lui apprend que Paul vient juste de se tuer en voiture. Et
et qu'il sera enterré dans un petit village dont elle n'a jamais entendu parler. Alors Hélène, elle est évidemment pleine de questions. Pourquoi dans ce village-là? Qui est à la manœuvre de cette inhumation, puisqu'a priori, Paul lui avait toujours dit qu'il n'avait plus de famille, qu'il n'avait pas d'amis. Bref, c'est donc pleine de toutes ces interrogations qu'elle décide de se rendre aux obsèques. Et elle va pas être déçue du voyage, puisqu'elle va découvrir que l'homme qu'elle pensait connaître infiniment pour avoir partagé 10 ans de sa vie avec lui est en fait un total inconnu. Notamment parce qu'en fait, dans cette église, elle va se rendre compte qu'il y a une femme qui reste seule, une femme plutôt âgée, qui est complètement éplorée, mais que tout le monde semble détester. Et donc ce roman, ce que je n'ai pas su, ça raconte eh bien la rencontre entre ces femmes. Quel programme, bonsoir Sabrina au passage. Et puis très beau message d'Anita, je sais pas si tu veux le lire toi, qui résume ce que tu viens de dire tellement bien. On va le lire, évidemment. Ouais. Anita dit « À ce livre que j'ai aimé le lire, de ses personnages écorchés, de ses amours blessés, Solène en fait de magnifiques portraits, véritable hymne à l'amour et à la littérature. Ce roman se révèle tout aussi captivant qu'émouvant. » Oh, bah, c'est très gentil, merci beaucoup Anita, ça me touche beaucoup. Merci. Et puis Jen, tu disais beaucoup de sujets dans ce livre. Oui, beaucoup de sujets. Après, je ne sais pas ce que tu veux en dire, parce que voilà, je ne veux pas spoiler non plus, donc voilà, mais je trouve, oui, il y a beaucoup de sujets différents de société. Est-ce que tu aimes faire réfléchir, en fait, sur notre société, nos habitudes, nos relations Alors, c'est pas tant que j'aime faire réfléchir, c'est que moi, j'aime m'interroger. Et en fait, écrire des livres, écrire des romans, ça me permet, moi, d'élaborer une sorte non pas de pensée, mais d'élaborer une sorte de questionnement, en fait. Et c'est le reflet de ce questionnement qui souvent se retrouve dans les livres que j'écris, et notamment dans celui-là, où il est question beaucoup de vocation sur comment on devient un écrivain, comment un jeune homme que rien ne prédestine à l'écriture va finalement se construire à l'envers de toute sa famille pour suivre sa propre voie, et grâce à quoi il va devenir qui il est. Est-ce que ça va aussi lui coûter? Donc voilà, ça fait longtemps en fait que cette question de la vocation on pine, comment on devient qui on est, comment on sait qui on est, comment on se construit parfois malgré l'éducation qu'on a reçue, malgré le monde qui nous entoure, et quel est le prix à payer pour avoir écouté cette petite voix? Est-ce que c'est toujours rose ou pas? Voilà, entre autres. Et comment tu as eu l'idée de l'histoire, ce que je n'ai pas su? En fait, ça faisait quelque temps que j'avais envie de parler d'un enterrement. Tous mes romans, jusqu'à présent, je crois, sont traversés par la mort, beaucoup. Mais j'avais jamais vraiment parlé d'un enterrement. Et je trouve que l'enterrement, pour avoir eu l'occasion, malheureusement, d'assister à pas mal d'entre eux, je trouve qu'à chaque fois, ce sont étonnamment des moments de vie assez incroyables, en fait. Ce sont des moments de communion très forts. On est tous là, réunis pour une seule personne. Et ça vibre de vie, en fait. Et j'avais envie de rendre compte de cette atmosphère un peu d'entre-deux-rives, en fait, d'un enterrement. Voilà. Le point de départ, c'était ça, à l'origine. Et puis son côté parfois un peu... Ben voilà, le côté rassemblement, mais en même temps, voilà, on est un peu là aussi pour pleurer quelqu'un, donc un peu... Et je sais aussi que tu aimes les sujets parfois un petit peu malaisants. Enfin, tu vois, voilà, les choses un peu... Et c'est ça qui est chouette, en fait, c'est que tu n'écris pas du bateau, je vais dire, t'écris pas du feel good, ouais, voilà. Tu écris vraiment, tu vas chercher des sujets un peu malaisants. Enfin, les gens, ils aiment pas souvent parler de la mort, parler de, voilà, ce genre de choses, ou même dans ton avant-dernier, il faut beaucoup aimer les gens. Le sujet aussi, je trouve, était délicat, mais voilà, ce qui est chouette, c'est que tu enrobes ça de façon à ce que, souvent dans tes livres, on a toujours une larme
plus ou moins vers la fin, un petit peu avant la fin, mais c'est toujours une larme de nostalgie en fait, c'est jamais une larme de tristesse. Ouais, c'est gentil, c'est un joli Voilà. compliment que tu Ah bah que écoute, tu me avec fais, Jen, plaisir. parce que moi, je suis contente de faire pleurer, dans Tant le que bon tu veux, sens du Solène, terme. tant que tu veux. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir de savoir que ça procure de l'émotion, parce que c'est mon but en fait quand j'écris, c'est de parvenir à procurer, voilà, procurer de l'émotion. J'ai pas d'autre ambition que celle-ci d'ailleurs. Donc ça me fait très plaisir. Après pour les sujets, bah, disons que je m'attache à parler de la vraie vie, quoi. Oui, la vraie vie, c'est Pas ça. forcément que ce soit trop romancé. Puis ça m'intéresse pas d'écrire les mêmes histoires que celles qu'on trouve tout le temps. Enfin, je veux dire, Bien sûr. l'intérêt aussi de... Il y a tellement de livres, en fait, qui sortent que si c'est pour écrire la même histoire que tout le monde, enfin, faut pas abattre d'arbre pour ça, quoi, à mon sens. Voilà. On va revenir à ta question, Stéphane, parce que je l'ai notée, évidemment. Mais on est au moins deux à se la poser, donc c'est très chouette, je la note pour plus tard. On parlait de comment tu choisis tes sujets, tu utilises quelque chose à merveille. Moi, je trouve, ce sont les secrets entre les gens. Et ça, j'adore. En quoi est-ce que c'est un terrain de jeu qui t'amuse ou qui te mobilise quand tu dois commencer un livre? Les secrets Oh, qu'il bah peut y ça, c'est avoir. parce que c'est infiniment romanesque. Le secret, ça veut dire qu'il y a du mystère, ça veut dire que du coup, enfin, ça permet de happer assez vite l'attention et de pas la lâcher. Et puis ça a aussi un côté qui ramène à sa propre histoire, quoi. Je pense on habite tous des familles il y a- qui sont criblées de secrets, si je puis dire. Donc, et je sais, du coup, c'est naturel, en fait, de mettre du secret. C'est marrant, les secrets. Enfin, c'est Et marrant. Des fois, c'est un peu destructif. Pardon. J'ai mon... Excusez-moi. J'ai ça, eu par peur. exemple, ce sera dans le Ça va bêtisier. pas être possible. Vous allez le chercher, je vais vous le montrer. Comme ça, vous allez voir l'énorme bête avec son énorme voix. Non? Mais il repart. Bon, bah, il est parti, ma fille, C'est après. quand tu Mais regardes vers voilà. le haut comme ça, on pense que c'est un dinosaure qui t'attaque et c'est très 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 Non, flippant. c'est ma fille qui est arrivée. C'est ma fille qui est grande. En revanche, mon chien, il est vraiment Non, mais écoute, rase-moquette. tu vas bien et c'est tout ce qui compte. Sache-le, on avait Tout va peur bien. pour toi. Mais on parlait des secrets, mais est-ce que la réalité elle dépasse parfois la fiction? Parce que tu disais, tu vas chercher dans la vraie vie et dans les secrets parce que ça fait partie de la vraie vie. Et on dit parfois, la réalité dépasse la fiction. T'en penses quoi? Oh bah oui, je pense qu'on n'arrivera jamais à écrire à hauteur de la réalité complètement. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a des tas d'histoires. Enfin, des fois, je lis, ça m'arrive de tomber sur des articles, où, voilà, des faits divers. Et je me dis, purée, c'est tellement tordu que jamais, moi, je serais parvenue à imaginer un truc pareil, quoi. La réalité, elle est toujours tellement plus forte que nous. Donc, du coup, il faut pédaler pour la rattraper. Alors, Mais la réalité manque pas d'imagination, ce qui est Kiko parfois le demande cas si des c'est un écrivains. teckel, parce que du coup, les gens imaginent, du coup, ils ont entendu hein, ce fauve derrière Un toi. Yorkshire. Et apparemment, C'est pas un teckel, c'est un Yorkshire. Alors, si jamais vous avez envie d'aller voir sur mes profils Facebook, Insta et tout ça, vous verrez, c'est un petit Yorkshire, tout mignon, tout blond. Voilà. Mais il a bon peut-être que s'il revient caractère. tout à l'heure, je vous montrerai. Et concernant tes personnages, on a l'impression en fait qu'on pourrait les croiser dans la rue et aller boire un café avec eux. Est-ce qu'ils vivent avec toi? Est-ce que voilà. Ah oui. Ouais, ouais, tout le long de l'écriture, ils vivent avec moi. Je pense que le matin, je prends mon petit déjeuner avec eux et je me couche à côté d'eux. Oui, oui, ils m'habitent tout au long de l'écriture. En revanche, quand le livre est terminé dans le sens où il est imprimé et ça y est, qu'il part en librairie, là, j'estime qu'ils ne m'appartiennent plus. Là, ils m'habitent moins. Ils sont, voilà, ils appartiennent aux lecteurs qui auront l'envie de les découvrir et libre à chacun de se les dessiner à son idée, voilà. Mais oui, oui, il m'habite le temps de l'écriture, ça c'est sûr. Mais en revanche, j'ai pas trop de problème à m'en détacher en fait à la fin d'un roman. C'était une question de Fanny, et c'est très bien, comme ça elle a sa réponse directement. Et autre question de Fanny toujours. Quelles sont les émotions qui t'animent lors de l'écriture de tes livres?
Ah, C'est quoi? ça Ça dépend dépend. des histoires. Ça dépend des histoires. Ça peut être, des fois, c'est de la, comment dire? Au début, quand je commence, c'est toujours parce qu'il y a une question ou un thème qui me gratte. Enfin, donc du coup, c'est soit un petit peu une émotion qui doit être une sorte, un sentiment un peu d'injustice qui peut m'habiter ou, enfin voilà, quelque chose qui, je sens qu'il y a besoin que j'y réfléchisse en fait, à un thème de départ. Et puis ensuite ça dépend. Ensuite, je vis, enfin comment dire, je ressens la même chose que les personnages. En fait, finalement, d'écrire, c'est un boulot de comédien, hein. C'est ni plus ni moins qu'être acteur. On joue tous les personnages et on ressent ce qu'ils ressentent, quoi. Donc, si mon personnage principal, il ressent de la colère, bah, moi, je vais être en colère. Enfin, je vais être en colère, je vais me mettre en position d'être en colère. Si c'est un moment où il éprouve de la gratitude, ben, moi, je vais aussi ressentir cette gratitude très fort. En fait, c'est ça qui est assez grisant dans l'écriture. Ça, c'est presque, comment dire, c'est presque il y a des moments, ça, c'est presque de l'hypnose, c'est-à-dire que vous vous mettez dans des états où c'est seulement votre esprit en fait qui vous conditionne dans cet état-là. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais Un état de conscience modifié. oui, c'est ça, absolument. Merci, Jen. De rien, avec Voilà, plaisir, c'est ça. Solène. Tu peux expliquer pour les gens qui nous écoutent et qui Alors, ben, comprennent rien en de ce que fait, tu viens de dire? un état de conscience modifié, c'est tout le monde est capable de faire ça. C'est un petit peu comme, ben oui, ça fait partie un peu de l'hypnose, mais c'est comme moi quand je vais courir, ben j'ai voilà cet état de conscience modifié où il y a des gens aussi qui font de la méditation et qui Oui, rentrent comme ça dans cet état. Alors rassurez-vous, on ne commence pas, on n'est pas en mode où on commence à vriller et à faire des chants chamaniques et à tourner autour d'un feu. Non, c'est juste qu'on est dans une autre conscience, quoi. Et voilà, il y a des choses qui viennent à nous. En fait, on détache le mental, en fait. C'est comme si on mettait off sur le mental et qu'on était dans une autre conscience, en fait. C'est une technique que tu as élaborée au fur et à mesure de tout ce que tu fais, de l'écriture, d'arriver à te détacher comme ça. Et la gymnastique, est-ce que c'est simple? Ça, c'est une question qu'on me glisse là-bas. Est-ce que c'est simple de passer de ça, de ce que tu expliques, à la vie de famille, où il faut faire à souper, aller faire des courses? Est-ce que passer de l'un à l'autre comme ça, c'est quelque chose qui est facile pour toi, qui prend beaucoup les choses à cœur aussi, qui est quelqu'un, on dit, très vrai? Donc, est-ce que c'est facile de c'est passer ça. de l'un à l'autre comme ça? Est-ce que c'est facile? Parce qu'à mon Alors, avis, non, mais peut-être que tu as des là, trucs à nous donner. alors la chance que j'ai, et ça c'est un cadeau inestimable que la vie m'a fait, c'est qu'en fait, je peux me consacrer à l'écriture tout le temps. Donc, au début, quand j'écrivais, chaque moment d'écriture, c'était un moment que je confisquais au quotidien. Donc, effectivement, dans ces cas-là, c'est compliqué de se donner le temps de rentrer vraiment dans son personnage quand tu es sollicité en même temps par la petite cafin, par le chien qui aboie, par voilà. Euh, bon, j'arrivais quand même à le faire parce que je crois que ça, j'ai une aptitude un peu naturelle à le faire. J'ai toujours été comme ça depuis petite. Euh, assez. Enfin, j'ai toujours réussi en fait à me créer une bulle en fait. Depuis que je suis petite, c'est comme ça. Néanmoins, aujourd'hui, maintenant que je suis dans l'écriture tout le temps, bah, en fait, je suis seule moi la journée. Mon mari travaille, ma fille est à l'école. Il y a que mon chien qui éventuellement parfois fait fait sa drama queen derrière, mais sinon, voilà, non, moi j'ai tout le loisir d'être accaparée complètement par ce que je fais, et ça, c'est une grande chance. Et ça peut être aussi un piège. Néanmoins, c'est quand même plutôt une chance qu'un piège. Mais voilà. Après, il y a des gens, je pense, pour lesquels c'est plus facile que d'autres quand même. Moi, c'est venu assez naturellement depuis que je suis. Enfin voilà, quand j'étais petite, c'était déjà comme ça. Je jouais beaucoup toute seule, je faisais mes jeux de rôle toute seule. D'abord, j'étais une fille, j'ai été fille unique pendant très longtemps, puisque ma demi-sœur a 9 ans. Enfin, on a 9 ans d'écart, pardon. Donc en fait, j'ai développé assez vite une nécessité à, euh, à être seule, enfin à me débrouiller avec moi-même, en fait, si je puis dire. Donc ça a créé chez moi une prédisposition sans doute à m'enfermer et à me mettre, à partir en voyage dans l'imaginaire, quoi.
Il y a un personnage qu'on croise souvent aussi dans tes livres et que tu aimes énormément. Est-ce que tu as deviné? Tu dirais quoi de Paris aux gens qui nous écoutent? Elle représente quoi cette ville pour toi? Oh, c'est ma ville. C'est chez moi, c'est la ville où je suis née, c'est une ville que j'aimerais peut-être un jour quitter, mais je sens bien que je vais pas y arriver facilement. Euh, je sais pas, je trouve que ça, il y a une vibration particulière ici. C'est une très belle ville. À chaque fois, enfin, mon mari et moi, on marche beaucoup, dans Paris notamment, puisqu'on est à Paris. Et à chaque fois, on se dit, purée, qu'est-ce qu'on a de la chance, qu'est-ce que c'est beau, parce que la lumière est belle, parce que les lumières sont beaux, parce qu'il y a, il y a un truc, en fait. Il y a un truc qui est même un peu indéfinissable. Moi, je suis très, très attachée à la ville. C'est vrai que dans mes romans, bah, j'aime bien que ça se passe là-bas, enfin, que ça se passe là, parce que je sais pas, je sais pas. Puis c'est une ville, et j'aime la ville, je crois. J'aime profondément le fait que plein de gens se croisent, que plein d'inconnus se croisent en permanence. C'est plein de rencontres potentielles qui se font pas. C'est plein de, voilà, souvent, quand je me promène, je regarde par la fenêtre des gens. Quand l'éclairage me le permet, j'imagine comment c'est à l'intérieur de chez eux, comment c'est dans Je, leur tête, je enfin, voilà. t'imagine tellement faire ça. J'épie tout le monde. Non, mais c'est vrai, et ça, c'est possible. Par exemple, d'être chez moi, pas loin quand je promène mon chien, donc le soir, je suis face en fait à une sorte d'immeuble très beau où il y a enfin, un grand immeuble avec plein de baies vitrées, et donc je vois les habitants des appartements. Et puis je sais pas pourquoi, ils ont tous des éclairages assez dingues. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du orange. Enfin, je sais pas, on a l'impression que c'est un club, le club des ampoules bizarres. Et du coup, bah, moi, je sais pas, je promène mon chien, c'est un spectacle en fait, parce que je suis là, je suis devant l'immeuble et je vois les gens évoluer. Ils évoluent tous les uns sur les autres. Enfin, c'est assez rigolo à regarder. C'est une poésie à chaque fois. Mais ça, c'est possible quand vous. On retrouve souvent le passé dans tes livres. Es-tu quelqu'un de Ouais, nostalgique? ouais, mais j'essaye de me soigner. Parce que je trouve que ça me dessert un peu en ce moment. Je pense que ouais, je suis quelqu'un qui a du mal un peu à lâcher, à lâcher et à se lancer à corps perdu dans l'avenir avec confiance. Je, j'ai toujours l'impression que c'était mieux avant, ce qui n'est pas le cas, hein. Mais ouais, c'est un trait de caractère que j'essaye de soigner. Euh, Est-ce que tu connais ton défi de vie? Mon défi de vie, je me demande si c'est pas celui-là, justement. Si c'est pas d'essayer d'avancer avec confiance dans l'avenir et de lâcher ce qui doit être lâché. Je sais pas. C'est une question que je me pose en ce moment. Alors sinon, mon défi de vie, je me dirais que, enfin, si c'est pas ça, ça serait peut-être d'essayer je sais pas, c'est peut-être un peu présomptueux de le dire comme ça, mais d'essayer de de faire du bien aux gens par l'écriture, peut-être. Voilà. Ça, peut-être ma mission, j'en sais rien. C'est un peu prétentieux hein, de dire C'est ça. Non. impressionnant comme tu fais mes transitions. Vraiment. J'aime beaucoup ça. Et j'ai deux infos chiffrées pour toi. Parce que j'ai Ah, préparé évidemment ta venue comme un vrai professionnel que je suis. Si je te dis 233 et 4,19 sur 5, ça va pas beaucoup te parler là comme ça, parce qu'à mon avis tu regardes pas ça tous les jours, mais 233 notes sur Babelio, dont on parle assez souvent ici, pour ce que je n'ai pas su, et un score de 4,19 sur 5, c'est ce qui s'appelle un succès, et c'est pareil sur tous tes livres, parce que j'ai fait le tour. Tant que j'y étais, j'ai été voir, je fais mon curieux. Est-ce que, déjà, tu disais procurer par l'écriture du bonheur aux gens, on n'a pas autant de notes et un score aussi élevé quand on ne le fait pas. Donc, bah déjà bravo, j'imagine que ça c'est te fait gentil. plaisir. Et puis, il y a aussi Merci. beaucoup, beaucoup de commentaires. Et moi, je me demandais, est-ce que tu les regardes, tous ces commentaires des lecteurs? Il y a deux écoles aussi. Est-ce que tu les regardes et ça représente quoi pour toi, l'avis des gens qui te lisent? Alors d'abord, est-ce que je les regarde? Je les regarde pas sur Babelio. En fait, au début, quand j'ai commencé à écrire avec un sac,
je les regardais. Et un sac, c'était un texte qui était extrêmement... Enfin, les avis étaient très tranchés, soit dans le positif, soit dans le négatif. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop de juste milieu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que pour 10 avis positifs, je, je ne, je ne m'accrochais qu'à l'avis négatif. En fait, l'avis négatif avait un impact tel que je me sentais, je le prenais en fait personnellement. Pour moi, ça voulait dire que j'étais nulle, que j'avais pas de valeur, voilà. Et donc, j'ai appris à me détacher en fait des critiques. Donc, j'essaye de ne pas trop les regarder. Des fois, j'ai pas le choix parce que, par exemple, ce sont des retours sur les réseaux sociaux et qu'on me tag, donc je regarde et je réponds. Euh, mais, mais sinon, j'essaye d'éviter parce que d'abord, je considère que pour lire un livre, enfin, pour faire un livre, il faut être deux. Il y a évidemment ce que l'auteur met, mais il y a aussi beaucoup ce que le lecteur y met de lui-même. Il arrive dans ce livre-là avec ses attentes, il arrive avec son histoire, avec ses émotions qui lui sont propres. Et donc, finalement, même s'il y a 100 000 personnes qui vont lire ce que je n'ai pas su, finalement, chacune de ces 100 000 personnes vont lire euh, une version différente de ce que je n'ai pas su. Moi, je sais qu'en tant que lectrice, ça m'arrive très souvent de lire des textes dont j'avais entendu le plus grand bien et moi, je suis passée complètement à côté, ou l'inverse, des textes qui, moi, m'ont fait vibrer très fort et pour autant qui n'étaient pas tellement bien notés. Donc, je prends ça avec beaucoup de distance, à la fois pour me protéger et aussi parce que je sais que il y a une part de subjectivité quand même dans la lecture qui est extrêmement importante. Ça représente quoi pour toi, les rencontres avec les lecteurs et les lectrices dans les salons, dans les événements, comme le Jardin des Livres, par exemple? Tout à fait. Ouais, j'adore ça. Juste comme ça, par hasard. Hein. J'adore ça. J'adore ça. Je me sens hyper privilégiée à chaque fois de pouvoir, d'être invitée, de pouvoir m'y rendre, d'avoir la chance d'échanger avec des lecteurs parce que quand même, quand on écrit, en fait, on est un peu tout seul face à son ordinateur pendant 6 mois ou un an, enfin, le temps de l'écriture. Mais on ne sait pas comment ça va être reçu de l'autre côté et d'avoir des gens qui se déplacent. Déjà, je trouve ça fou, en fait. Moi, à chaque fois, je m'étonne qu'on puisse se déplacer pour moi. J'ai parfois des gens qui me disent, ah, bah, j'ai fait 1 heure de route pour venir. Ah, mais non, fallait pas. Je suis hyper gênée, quoi. Ça me sidère à chaque fois. Ça me flatte, évidemment, beaucoup et ça me touche. Et puis, voilà, c'est un échange d'émotions. Enfin, voilà, c'est beau de voir comment certains livres peuvent parvenir à toucher, à viser juste au bon moment, parce que c'est exactement ce que la personne avait besoin de lire à ce moment-là, parce que ça correspond à un moment de sa vie où il y a une question qui émerge et que ce livre-là, allez savoir pourquoi, bah, il répond à cette question. Enfin, voilà. Et moi, je trouve ça génial d'avoir cette possibilité de se voir en vrai. Et voilà, parce que la lecture, c'est aussi... c'est à la fois une expérience très intime, en fait, la lecture, et en même temps, c'est un grand moment de partage, quoi. Donc, non, c'est top. Moi, je me sens vraiment très reconnaissante de pouvoir accéder à ce type de manifestation. Et pourvu que ça dure, je croise les doigts. Et sur la question précédente, Raphaël nous dit l'image mentale est très importante dans un livre, chacun a la sienne. Stéphane nous dit tout dépend de la qualité aussi du retour, un retour négatif construit, argumenté qui n'est pas vengeur, méchant, vaut mieux parfois qu'un retour dithyrambique sans saveur, c'est un avis perso, et qui est partagé quand même par pas mal de monde. Oui, il a raison, c'est vrai, il a raison. Il y avait une question aussi par rapport à la Belgique, puisque tu aimes aller en France, en Belgique, c'est ça, Star International, hein. Est-ce que tu aimes venir en Belgique? Demande Ouais, j'adore Fanny. venir en Belgique. Et je dis pas ça parce que Jen et toi êtes belges, mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup venir en Belgique. Beaucoup. Je trouve que je rencontre que des gens sympas, quoi. Alors, j'imagine qu'il y a deux, trois personnes en Belgique quand même qui doivent être un peu moins agréables, mais moi, j'ai de la chance, je ne les ai pas encore rencontrées. Donc, non, non, à chaque fois, je suis émerveillée par tant de sourires, tant de convivialité. C'est un bonheur. C'est un bonheur de venir en Belgique. Et c'était une question qui est revenue tout à l'heure dans le chat, que j'ai gardée précieusement. Tu es passé de la littérature noire à la blanche.
Est-ce que tu regrettes des années après, comme ça? Est-ce que tu fais parfois le bilan de tout ça? Je fais beaucoup le bilan, d'abord parce que l'écriture est une activité où on doute beaucoup, donc il nous pousse au bilan assez régulièrement. En fait, je sais pas ce que tu en penses, mais Oui. je- voilà. Donc oui, je fais le bilan. Le bilan, en tout cas, alors j'ai aucun regret. Je pense en revanche qu'il est plus difficile de se faire une place en littérature blanche, si je peux dire, enfin en littérature générale qu'en roman noir. Euh, Voilà, donc de ce point de vue-là, bon, bah voilà, c'est tout, il faut l'accepter. En revanche, non, j'ai aucun regret parce que c'est ce que je voulais faire et je me sens davantage à ma place là que ce que je ressentais quand j'étais en noir. Et puis, je pense que j'étais une erreur de casting du noir, moi, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Un sac qui m'a mise dans le noir, moi, j'avais pas l'idée du tout de faire du noir. Il s'avère que c'était un texte plutôt sombre, mais je pense qu'aujourd'hui, il ressortirait en littérature générale. Je suis pas sûre qu'il ferait tâche, en fait. C'est un concours de circonstances, en fait, mon arrivée dans le noir. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai commencé, peut-être que certains le savent, mais j'ai commencé en autopublication sur Internet. Et en fait, il y a une éditrice qui m'a contactée à ce moment-là, qui était une éditrice de romans noirs. Donc, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, voilà, un roman en entraîne un autre et je suis rentrée dans les rails du noir. Mais c'était pas une volonté forte de ma part d'être en littérature noire, qui fait qu'aujourd'hui, en littérature générale, là, je me trouve plus à ma place. Et puis ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu me demandais, Fred, dans quel rayon, si j'étais un rayon, lequel je serais. Bah voilà, en fait, moi, je suis pas très pro rayon dans les librairies, notamment quand il s'agit de la fiction. Pour moi, enfin, c'est toujours de la littérature, donc si on est dans des documents, dans des faits, voilà. Mais sinon, quand c'est de la fiction, c'est de la littérature, et j'aimerais avoir un grand rayon littérature. Voilà, noire, blanche, jaune, verte. Donc, Est-ce que tu repenses parfois à tes débuts? Oh, les premiers textes que tu as écrits. ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'y repense en me disant, ça avait un côté chouette aussi d'avoir ce rêve d'être publié, de vivre de l'écriture. Enfin, c'est un truc que j'ai en moi depuis tellement longtemps. Et quand j'y repense, en fait, j'y repense en me disant, comment dire, en me disant, bah, enfin, t'as réussi, quoi. T'as réussi à faire ça, tu voulais publier, t'as publié, tu voulais vivre de l'écriture, aujourd'hui c'est le cas. Quand j'ai des gros moments de doute, en fait, j'essaie de les mettre à distance en disant, bon, regarde, t'as quand même fait du chemin, euh, on va voir ce que la suite te réserve. Voilà. Mais j'y pense avec beaucoup de nostalgie. Enfin, pas de nostalgie, non, c'est pas vrai. Mais j'y pense aussi avec un peu de... Enfin, je veux pas les lire, quoi. Je veux pas lire mes premiers textes parce que je pense que je vais les trouver très mauvais. Euh, donc si, voilà, j'y pense avec un peu d'attendrissement. Voilà. Et pourquoi écris-tu? Parce que je sais pas faire de musique et je sais pas dessiner. Et que pourquoi j'écris? En fait, j'en sais rien. J'écris parce que c'est un peu bateau de dire ça, mais je crois que j'ai toujours eu cette envie-là toute petite. Je me souviens quand j'avais 7 ans, j'écrivais des pièces de théâtre que je faisais jouer à mes copines. Après, j'ai créé, voyez, mon Dieu, un journal. Voilà, mais il y avait toujours ce rapport à l'écrit qui m'a jamais quitté en fait. J'ai toujours eu envie d'avoir, comment dire, presque j'ai toujours eu envie d'avoir une modalité d'expression. En fait, quand j'étais gamine et puis adolescente et puis un peu aussi jeune adulte, j'avais beaucoup de difficultés à m'exprimer correctement à l'oral. Non pas, enfin, je bégayais pas, voilà, mais j'avais du mal en fait à agencer mes idées. Et je trouvais qu'à chaque fois, qui sortait de ma bouche, c'était toujours en deçà de ce que j'avais dans la tête. Enfin, c'est un sentiment que j'avais. Et par contre, quand j'écrivais, ben là, comme je pouvais modifier, je pouvais, comment dire, revenir en arrière, je pouvais me donner le temps de la réflexion. Et ben là, finalement, l'expression, elle était beaucoup plus fluide, elle était beaucoup plus, elle était meilleure. Et donc, voilà. Et puis, j'aime aussi j'ai toujours aimé me raconter des histoires parce que j'étais une gamine assez solitaire. Et donc,
voilà, j'avais besoin de peupler cette solitude de personnages, d'aventures. Voilà. J'ai entendu dire que, au-delà de la bulle dont tu parlais tout à l'heure, que les écrivains avaient parfois besoin d'une grotte. C'est compliqué d'écrire dans le bruit du monde où il faut être très très présent, voire omniprésent sur les réseaux sociaux. On a besoin d'une grotte parfois. T'as besoin Ouais. d'une grotte, toi? Moi, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin. Parfois, je sens que le quotidien. Alors, on parlait tout à l'heure de maman, j'ai faim, ou donc c'est pas ça du tout, mais parfois, c'est juste les soucis en fait du quotidien qui frappent pas à la porte tous les jours, mais qui polluent un peu l'esprit. Euh, et moi, dès que j'ai la moindre pollution, en fait, j'arrive plus tellement à écrire. Donc, j'ai besoin de m'isoler. Et ça m'est arrivé encore il y a pas très longtemps. Où je me suis dit là pendant un mois, d'ailleurs, j'étais moins présente sur les réseaux sociaux, mais j'ai ressenti le besoin en fait de me mettre en retrait, de plus de laisser en fait la réalité un peu de côté pour me concentrer sur mon livre parce que j'arrivais plus à écrire en fait. Donc oui, il y a des moments où c'est nécessaire. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait quelques auteurs qui n'hésitaient pas à prendre par exemple une chambre d'hôtel pendant 3 semaines pour terminer un roman. Ou alors vraiment partir à l'étranger, enfin s'isoler complètement de leur vie, quoi. Quels sont tes projets, Solène? Bah, pour l'instant, j'en sais rien. Là, c'est un peu tôt pour parler du prochain parce que j'ai pas de date de sortie. Il est à peine, on va dire qu'il y a un premier jet qui est à peine terminé, donc il y aura sans doute un boulot d'édition derrière et tout ça. Donc malheureusement, là, j'ai pas trop de projets dans l'immédiat, mais j'espère en dire plus, pouvoir en dire plus bientôt. Donc voilà, je mettrai sur les réseaux sociaux les informations au fur et à mesure qu'elles me parviendront. Et pour l'instant, j'ai pas grand-chose à en dire, si ce n'est que Donc, j'espère qu'on se retrouvera en 2024 ou 2025. Enfin, oui, 2024, c'est et maintenant. Donc, voilà. peut-être un jardin des livres en 2025 alors. Ah, mais j'espère. Parce que jamais J'espère que ce serait ça. 203. C'est vrai que ce serait le troisième. J'aurais la joie de pouvoir regoûter ton merveilleux chocolat chaud. Oui, hein. J'ai une question parce qu'on était dans l'actu tout à l'heure, je crois que tu étais déjà là, tu nous as entendu. On parlait d'intelligence artificielle et de cette autrice au Japon qui a gentiment expliqué que une partie du livre avait été écrite en collaboration avec l'IA. Ça te fait penser à quoi? Est-ce que on voyait dans le chat, c'est entre les gens choqués et ceux qui comprennent qu'on utilise l'outil. Est-ce que ce sont des questions que tu te poses, toi dont c'est le quotidien? Tu disais, c'est une de tes grandes réussites. Tu as décidé d'en vivre, de faire ça, et tu y arrives. Et quand tu vois cet outil-là, ça te fait penser à quoi? Alors, écoute, en fait, pour tout vous dire, moi, donc, je suis mariée à un geek. Donc, l'arrivée de ChatGPT, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on teste, voilà. Et donc, je peux pas dire que je l'utilise, mais en tout cas, je m'amuse avec, et je trouve ça assez, enfin, je m'amuse avec un mélange d'amusement, de fascination, parce que c'est quand même assez dingue, et de méfiance aussi. Et pour la petite histoire, là, pour mon dernier roman, j'étais en train de réfléchir à l'histoire et puis je bloquais sur un truc. Et mon mari, en blasant, il m'a fait demander à ChatGPT. Je lui ai pas demandé à ChatGPT. Et si, demande à ChatGPT. Donc, qu'est-ce que je fais? Je demande à ChatGPT. Et donc, en fait, déjà, tout l'enjeu, c'est de trouver comment lui poser la bonne question. Donc déjà, rien que de pouvoir lui parler correctement pour aboutir à un résultat correct, déjà, ça prend quelques étapes. Mais bon, n'empêche que je parviens à demander, je parviens à formuler ma question, en tout cas au fur et à mesure de l'échange, il comprend où je veux en venir. Et ben, il me donne plein d'idées dont je ne me sers pas. Mais en revanche, ces idées-là m'ont permis, moi, de rebondir sur d'autres choses. Alors du coup, je trouve que quand même, c'est un outil assez dingue. Bon, de là à recopier des pavés entiers de ce qu'il donne, je trouve que c'est un peu... Enfin, je comprends pas bien l'intérêt. Mais après, je me souviens aussi, je pense, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je me demande si c'était pas dans la carte et le territoire de Welbeck, on l'avait accusé de recopier des pages de Wikipédia, enfin je sais plus.
Il me semble qu'il y avait une histoire un peu comme ça, et j'ai l'impression que Rebelote, c'est un peu le même, qu'on refait encore ce procès-là. Moi, enfin, je me dis que c'est comme toutes les innovations technologiques. Ça apporte des choses formidables, mais ça apporte aussi son contraire. Et alors, tout est dans la manière de l'utiliser, quoi. Voilà. C'est Donc, je ne suis pas comme... foncièrement contre, je ne suis pas foncièrement pour. Je me dis qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, en sachant ce qu'on fait, et ça n'enlève pas la nécessité d'une intervention humaine, quand même, je crois. Parce que sinon, c'est quand même un peu bateau. Bon. Moi, je vois les idées qu'ils me proposaient. Alors, c'est pas des choses auxquelles j'avais pensé de prime abord, mais bon, c'était pas. Voilà, c'était un peu façon film américain, avec happy end, machin, machin. Donc après, on prend, on jette, on laisse. Voilà. Mais ça peut être une base de réflexion. Et Kiko résume ça, c'est comme discuter avec quelqu'un, souvent ça donne des idées même si on n'utilise pas celles dont on a discuté. Eh ben écoute, C'est le ça. temps passe très très vite en ta compagnie. Est-ce que tu le sais ça? Ben non, mais je viens de me rendre compte qu'il était déjà 22h04. Donc voilà, c'est vrai que c'est passé très très vite, mais c'était Est-ce que bien tu as une agréable. dernière question avant qu'on laisse le mot de la fin à Solène? Parce qu'on l'aime beaucoup, alors on veut quel est le mot de la fin? Mais oui, on va lui laisser le mot de la fin. Eh bien, on va te laisser le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte. Que Et souhaites-tu nous dire pour ben, conclure ton passage parmi nous? je voulais vous remercier pour votre accueil. À titre un peu plus personnel, Fred et Jen, je voulais vous remercier aussi pour tout le bien que vous faites. Voilà, pour être ce que vous êtes. Voilà. Et puis merci à tous les éditeurs de la boîte qui permettent de faire vivre cette chouette, comment dire, ces chouettes événements à chaque fois. Donc voilà, merci à tous d'avoir passé votre soirée en ma compagnie. J'ai été ravie de partager ce moment-là avec vous. Et puis, comme on est encore que mi-janvier ou presque, j'ai encore le droit de vous souhaiter à tous une bonne année. Donc, je m'en prive pas. Voilà, donc tous les deux. Et bonne année à toi aussi. Oui, c'est vrai qu'on a le droit, jusqu'à fin janvier. Oui. Je te souhaite le meilleur. On suivra les réseaux sociaux quand tu n'es pas dans la grotte pour voir des nouvelles du prochain. Merci beaucoup d'avoir honoré la boîte de ta présence, c'était un plaisir. Merci Solène. Et j'ai décidé de Merci. garder tout le monde avec moi pour faire la fin. Et oui, et puis je raccroche, j'ai promis cette année de terminer à l'heure, ou presque. La Bon, semaine un grand prochaine, merci.